Le 14 octobre 2022, dans un pavillon tranquille d'Aubernais, au cœur du Bas-Rhin, la journée s'annonçait ordinaire. Dehors, la lumière d'automne baignait les rues d'une lueur dorée et douce. À l'intérieur, dans la cuisine, un petit garçon de 7 ans, Léo, était assis à table. Il dessinait. Mais ce n'était pas un dessin d'enfant comme les autres. Il n'y avait ni maison avec une cheminée qui fume, ni soleil souriant dans un coin de la page. Léo dessinait avec une concentration presque inquiétante. Sur la feuille blanche, on pouvait voir une voiture bleue violemment écrasée contre un arbre. Des lignes rouges, épaisses, s'en échappaient. Sa mère, Sophie, s'est approchée doucement, intriguée par son application. Elle lui a posé une question simple, celle que toutes les mères posent. « Qu'est-ce que tu dessines, mon chéri ?» Sans même lever les yeux de sa feuille, Léo a répondu d'une voix parfaitement neutre, une voix sans émotion. « C'est la voiture, c'est là que je suis mort avant. » Cette phrase simple et terrible a suspendu le temps dans la cuisine. Imaginez un instant ce que ressent une mère en entendant ces mots. C'est le point de départ d'une enquête que personne n'avait demandée. Une enquête qui allait ébranler les certitudes de toute une famille et attirer l'attention de spécialistes. Je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de ce récit. Car un seul objet, un tout petit détail, que Léo décrira plus tard, va tout faire basculer et donner un sens à l'impossible. Pour ceux qui souhaitent approfondir les aspects de cette histoire, sachez que toutes les sources et documents que nous mentionnerons sont répertoriés dans la description. Mais je vous conseille de ne pas les consulter maintenant pour préserver le fil de notre découverte. Jusqu'à ce jour d'octobre, la vie de Léo était celle de n'importe quel enfant de son âge. Il allait à l'école primaire du village, jouait au football avec ses amis le mercredi après-midi et passait des heures à construire des mondes imaginaires avec ses Legos. Ses parents, Sophie et Marc, sont des gens que l'on pourrait qualifier de rationnels. Ils ont les pieds sur terre. Pour eux, un comptable, l'autre infirmière, la vie est faite de faits concrets, de logique et de bon sens. Alors, quand leur fils a prononcé cette phrase, leur premier réflexe a été de la classer dans la catégorie « imagination débordante ». Les enfants inventent des histoires, parfois sombres, c'est bien connu. Ils se sont dit que Léo avait peut-être vu une scène à la télévision ou entendu une conversation qui l'avait marqué. Ils n'ont pas insisté, espérant que cette idée étrange passerait comme elle était venue. Mais un premier élément est venu fissurer cette certitude rassurante. Un détail qui, jusqu'alors, n'était qu'une simple inquiétude parentale. Les cauchemars. Depuis plusieurs mois, Léo se réveillait la nuit en hurlant. Ce n'étaient pas des cris causés par des monstres sous le lit ou des fantômes dans le placard. Non, ces peurs étaient bien plus précises, bien plus sensorielles. Il parlait, dans un état de semi-conscience, d'un bruit terrible, un bruit de métal qui se plie. Il décrivait aussi une odeur, toujours la même, une forte odeur de pin, comme celle des forêts des Vosges après la pluie. Pour Sophie et Marc, ce n'était qu'un mauvais rêve récurrent, peut-être lié à une anxiété passagère. Il le rassurait, lui donnait un verre d'eau et la vie reprenait son cours. Mais après la confession de Léo devant son dessin, ces détails prenaient soudain une toute autre dimension. Le bruit du métal, l'odeur de pin, le dessin d'une voiture accidentée. Les pièces d'un puzzle qu'ils ne voulaient pas assembler commençaient à s'emboîter d'elles-mêmes. Leur rationalité a commencé à vaciller. Ce n'était plus seulement une phrase étrange, mais une phrase étrange corroborée par des mois de terreur nocturne inexplicables. L'imagination d'un enfant peut-elle être aussi cohérente, aussi persistante? Peut-elle générer des détails aussi spécifiques qu'un son et une odeur répétés nuit après nuit? La famille de Léo se trouvait au bord d'un mystère qui dépassait leur compréhension. Ils ne le savaient pas encore, mais ce n'était que le tout début. D'autres détails allaient bientôt surgir, encore plus précis, presque chirurgicaux, qui les forceraient à regarder la vérité en face, aussi dérangeante soit-elle. Et ces détails ne sont pas faits attendre. Ils sont arrivés par petites touches, au goutte à goutte, rendant le mystère de plus en plus dense. Un soir, quelques jours après l'épisode du dessin, la famille était à table. C'était un moment ordinaire, le bruit des fourchettes sur les assiettes, les conversations légères sur la journée d'école. Soudain, au milieu du repas, Léo a posé sa fourchette. Il a regardé dans le vide un instant, comme s'il écoutait une conversation lointaine, puis il a dit un nom, un simple prénom, Hélène. Sophie et Marc se sont regardés. Ils ne connaissaient aucune Hélène dans leur entourage proche, ni dans la famille, ni parmi les amis de Léo. Marc a demandé, avec la plus grande douceur possible, « Qui est Hélène, mon grand ?» Léo a haussé les épaules, comme si la réponse était évidente.
Elle était avec moi, dans la voiture, elle pleurait beaucoup. Puis, il a repris sa fourchette et a continué de manger son gratin, laissant ses parents seuls avec ce nouveau fragment d'une histoire qui n'était pas la leur. Le nom flottait maintenant dans l'air, tangible, réel. Ce n'était plus un accident anonyme, c'était l'accident de Léo et d'une certaine Hélène. Le deuxième détail est survenu une semaine plus tard. C'était un samedi après-midi. Marc conduisait avec Léo sur le siège arrière. Il rentrait d'un match de football et pour éviter un petit embouteillage à l'entrée d'Aubernais, Marc avait pris une route secondaire, une de ces départementales qui serpentent entre les champs et les forêts alsaciennes. Une route qu'il n'empruntait presque jamais. Alors qu'ils approchaient d'un virage bordé de grands pins, Marc a senti une agitation à l'arrière. Dans le rétroviseur, il a vu le visage de Léo se crisper. Le petit garçon a commencé à trembler, ses mains agrippées à son siège. Il a pointé un doigt vers la route devant eux. « C'est ici », a-t-il murmuré, sa voix étranglée par une peur soudaine. « C'est ici ». Marc a ralenti, le cœur battant. Il a regardé autour de lui. Un virage anodin sur une route de campagne, rien de spécial. « Ici où, Léo » a-t-il demandé. La réponse de son fils l'a glacé. Sur la route entre Rosheim et Molsheim. C'était la route départementale D422, un axe précis nommé par un enfant de 7 ans qui ne savait probablement même pas lire une carte routière. Imaginez ce père, seul dans sa voiture avec son fils, confronté à une information si précise et si terrifiante. Il n'a rien dit, il a simplement accéléré pour quitter cet endroit, sentant un poids immense s'installer sur ses épaules. Le doute n'était plus permis, il fallait comprendre. Mais c'est le troisième détail qui a fait basculer la simple inquiétude en une véritable angoisse. Cette fois, Léo n'était pas en proie à une vision ou à un souvenir douloureux. Il jouait tranquillement dans sa chambre avec ses petites voitures. Sophie l'entendait faire les bruits de moteur, comme tous les enfants. En passant devant sa porte, elle l'a entendu parler tout seul. Il tenait une petite voiture bleue dans sa main et l'examinait. « Non, ce n'est pas la bonne », disait-il. Intriguée, Sophie est entrée. « Quelle voiture tu cherches, mon chéri ?» Léo a levé les yeux vers elle, son visage sérieux. « La voiture d'avant. C'était une vieille Peugeot, une 205, bleue. » Il s'est arrêté, puis a ajouté un détail d'une précision chirurgicale. Le phare avant, à droite, il ne marchait pas bien, il clignotait un peu, et il y avait une éraflure sur la porte, là. Il a montré le côté passager de sa petite voiture. Maintenant, mettez-vous à la place de ses parents. Un nom, Hélène, un lieu exact, la D422 entre Rosheim et Molsheim. Et maintenant, la description d'un véhicule précis, un modèle ancien que leur fils n'avait aucune raison de connaître, avec des défauts spécifiques, un phare défaillant et une éraflure. Comment un enfant né en 2015, à l'ère des voitures modernes aux phares LED et aux carrosseries attécables, pouvait-il décrire avec une telle assurance une Peugeot 205, une voiture emblématique des années 80 et 90 ? La coïncidence n'était plus une explication possible, l'imagination non plus. Les pièces du puzzle formaient une image de plus en plus nette, et cette image était celle d'un véritable accident de la route, vécu à travers les yeux de leur propre fils. La question n'était plus de savoir si Léo inventait, mais de savoir comment il savait. C'est Marc, le père, l'homme cartésien et pragmatique, qui a craqué le premier. Il ne pouvait plus vivre avec ces questions sans réponse. Il devait savoir. Non pas parce qu'il croyait à une histoire de vie antérieure, mais parce qu'il devait éliminer toutes les possibilités rationnelles. Peut-être que Léo avait entendu cette histoire quelque part. Peut-être qu'un film, un documentaire, avait planté ces images dans son esprit. Il devait vérifier, ne serait-ce que pour se rassurer, pour prouver à sa femme et à lui-même qu'il y avait une explication logique. Une nuit, alors que toute la maison dormait, il s'est assis devant l'ordinateur. Le silence était total, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge. Il a ouvert un moteur de recherche. Ses doigts hésitaient au-dessus du clavier. Que chercher? Comment formuler une requête aussi insensée? Finalement, il a tapé des mots-clés que son fils lui avait donnés, ces mots qui le hantaient depuis des semaines. Il a tapé dans la barre de recherche des archives en ligne du journal local, les dernières nouvelles d'Alsace, une institution dans la région. Les mots étaient simples. Accident D422 Peugeot 205.
Il a appuyé sur la touche Entrée, le souffle court, s'attendant à ne rien trouver, espérant ne rien trouver. Mais l'écran s'est rafraîchi et une ligne de texte est apparue, un titre et une date. Le résultat l'a glacé sur place. Devant ses yeux, un article daté du 12 mars 1995. Le titre était sobre, factuel. Accident mortel sur la départementale 422. Marc a cliqué, le cœur battant à tout rompre. La page s'est chargée, affichant le texte jauni et numérisé de l'époque. Chaque mot confirmait les dires de son fils avec une précision terrifiante. L'article parlait bien d'une Peugeot 205 bleue qui avait percuté un arbre par une nuit pluvieuse à la sortie d'un virage entre Roschheim et Molsheim. Le conducteur, un jeune homme de 24 ans, était décédé sur le coup. Marc a dû s'agripper au bureau. Le froid n'était plus seulement dans ses mains, il envahissait tout son corps. Ce n'était plus de l'imagination, ce n'était plus une coïncidence, c'était un fait, imprimé noir sur blanc, conservé dans les archives d'un journal depuis près de 30 ans. Il a relu la date, 1995. Léo est né en 2015. 20 ans séparaient l'événement de la naissance de son fils. Comment était-ce possible? Il est resté là, immobile, pendant de longues minutes, seul dans le silence de la nuit, face à une vérité qui défiait toute logique. L'escalade s'est poursuivie, mais d'une manière différente. La peur a commencé à laisser place à une sorte de tristesse résignée. Un soir, alors que la tension était un peu retombée, Léo était assis sur le tapis du salon, plus calme, plus apaisé que les semaines précédentes. Il a levé les yeux vers ses parents et, d'une voix douce, a donné un nouvel élément. Il a parlé de la boîte à gants de la voiture. Il a dit qu'à l'intérieur, il y avait un petit objet, un petit oiseau en bois sculpté. C'était un cadeau pour Hélène, a-t-il murmuré, comme s'il se confiait. Ce détail, si personnel, si intime, a été la goutte d'eau. Un accident, une voiture, un lieu, ce sont des faits publics. Mais un petit oiseau en bois dans une boîte à gants, ça, c'est un secret. C'est le genre de choses que seuls les occupants de la voiture pouvaient connaître. Pour Marc et Sophie, c'était l'élément qui changeait tout. Ils ne pouvaient plus gérer cela seuls. Le mystère était devenu trop lourd pour leurs seules épaules. C'est à ce moment que, par le biais d'une connaissance commune qui avait entendu parler de mes travaux sur les mémoires inexpliquées, ils m'ont contacté. Mon expérience sur des cas similaires m'a appris une chose essentielle, la prudence. La première étape, et la plus cruciale, est de valider chaque fait sans jamais influencer l'enfant. La mémoire d'un jeune garçon est une chose fragile. La moindre question suggestive peut la contaminer. J'ai donc accepté de les rencontrer, en leur expliquant clairement ma méthode. Nous allions traiter cette histoire non pas comme un phénomène paranormal, mais comme une enquête factuelle. Avec l'accord total des parents, ma première action a été de faire appel à une spécialiste dont la rigueur scientifique est reconnue. Le docteur Anne-Lise Dubois, pédopsychiatre à l'Université de Strasbourg, est connu pour ses travaux sur la mémoire infantile et les faux souvenirs. Son approche est clinique, rigoureuse. Elle a accepté de rencontrer Léo, mais à une condition, que ce soit dans un cadre neutre, son cabinet, et qu'on la laisse mener les entretiens à sa manière, sans jamais poser de questions directes sur l'accident. Elle voulait observer, écouter, comprendre comment ses souvenirs s'articulaient dans l'esprit de l'enfant, sans les provoquer. Parallèlement à son travail psychologique, nous avons lancé la deuxième phase de notre investigation, la plus administrative, obtenir l'accès au rapport de gendarmerie de l'époque. Ce genre de document n'est pas public, il est conservé aux archives départementaux du Bas-Rhin et sa consultation est soumise à autorisation. C'est un processus lent, mais indispensable pour obtenir des faits bruts, non interprétés par un article de journal. Pendant que nous attendions les autorisations, la nouvelle de notre démarche a commencé à circuler discrètement dans la petite communauté d'Obernai. La réaction a été exactement celle que l'on pouvait attendre d'un village alsacien. Un mélange de scepticisme poli et de curiosité bienveillante. Personne ne s'est moqué de la famille, mais personne ne savait vraiment quoi en penser. C'était une histoire étrange, triste, qui touchait à des cordes sensibles, entre la foi, le folklore local et le rationalisme moderne. L'histoire de Léo est devenue un sujet de conversation à voix basse, une anomalie dans le quotidien tranquille de la région. Et c'est là, alors que nous étions dans cette phase d'attente, que la première grande révélation est arrivée. Une véritable bifurcation dans notre enquête, venue non pas de Léo, mais du froid langage administratif. Nous avons reçu l'autorisation de consulter le rapport de gendarmerie. Je me suis rendu moi-même aux archives à Strasbourg.
Dans une salle de lecture silencieuse, un employé m'a apporté un dossier cartonné un peu jauni par le temps. En l'ouvrant, j'ai ressenti le poids de l'histoire. Le rapport confirmait tout ce que nous savions déjà. Le lieu, la date, le modèle de la voiture et le nom du conducteur décédé, Thomas Garnier, 24 ans. Mais en tournant les pages, je suis tombé sur la liste des personnes impliquées. Et là, une information capitale, un détail que l'article de journal ne mentionnait pas. Il y avait bien une passagère. Son nom, Hélène Marchal. Mais, et c'est ce qui a tout changé, le rapport précisait son état. Blessée gravement, mais vivante. Hélène a survécu à l'accident. Elle est vivante. Cette information a fait basculer toute notre perception du cas. D'un coup, l'histoire changeait de nature. Nous ne sommes plus face à un possible souvenir d'une vie passée, une hypothèse invérifiable par nature, mais face à des informations précises qu'un témoin vivant pourrait corroborer ou infirmer. La question n'était plus seulement comment Léo sait-il cela, mais elle devenait beaucoup plus concrète et infiniment plus délicate. Allons-nous retrouver Hélène et osera-t-elle parler? Nous avions maintenant tous les éléments en main. Un enfant qui donne des détails vérifiables, un accident réel, un conducteur décédé et une survivante. Tout convergeait. Mais le plus difficile restait à faire, retrouver une femme qui, près de 30 ans après les faits, avait très certainement refait sa vie et l'abordait avec le plus grand respect. Nous savions que nous allions rouvrir une blessure terrible. Retenez bien ce que Léo a dit à propos du petit oiseau en bois, car c'est la clé qui va nous permettre ou non d'ouvrir la porte de ce passé douloureux. C'est le détail que nous réservions pour les instants finaux de cette histoire. La recherche a été longue et complexe. Près de 30 ans s'étaient écoulés. Les registres avaient changé, les gens avaient déménagé. Après plusieurs semaines de recherche discrète, en croisant les anciens annuaires et les registres d'état civil, nous avons fini par la retrouver. Hélène ne vivait plus en Alsace, elle s'était installée en Bretagne, à des centaines de kilomètres de son passé. Elle avait changé de nom après son mariage. Nous avons pris la décision de la contacter avec une infinie précaution, par l'intermédiaire d'un confrère local, un psychologue habitué aux situations délicates, pour ne pas la brusquer avec un appel venu de nulle part. Sa première réaction fut exactement celle que nous redoutions, un refus catégorique. Cet accident avait détruit une partie de sa vie, emporté l'homme qu'elle aimait, et elle ne voulait plus jamais, sous aucun prétexte, en parler. La porte s'était refermée violemment. Nous étions face à un mur. Mais il nous restait une carte, une seule, le détail que personne d'autre au monde ne pouvait connaître, l'oiseau en bois. Nous avons demandé à notre intermédiaire de lui transmettre un dernier message, une simple phrase. Le petit garçon qui se souvient a parlé d'un oiseau en bois dans la boîte à gants. Le message a été transmis. Le silence au téléphone, nous a-t-on rapporté, a duré une éternité. Puis sa voix, brisée par l'émotion, a simplement répondu « D'accord, je vais parler ». Et c'est là que vient la seconde et dernière révélation, celle qui valide tout, au-delà de tout doute raisonnable. L'oiseau en bois n'était pas un cadeau pour elle, comme Léo l'avait dit dans son souvenir d'enfant. C'était un cadeau qu'elle, Hélène, avait offert à Thomas le matin même de l'accident. Un petit objet qu'elle avait sculpté elle-même. Il avait été touché, l'avait placé précieusement dans la boîte à gants, en lui disant qu'il le garderait toujours avec lui. Ce détail, cette inversion du donateur et du receveur, n'a jamais figuré dans aucun rapport de police, dans aucun article, nulle part. C'était leur secret, leur dernier secret. Hélène a finalement accepté de parler, non pas directement à Léo, pour protéger l'enfant d'une rencontre qui aurait pu être traumatisante, mais à ses parents et au docteur Dubois lors d'une conversation vidéo empreinte d'une immense dignité. Elle a confirmé chaque détail que Léo avait mentionné. Oui, le phare avant droit de la Peugeot 205 de Thomas était défaillant et clignotait par intermittence. Oui, il y avait bien une éraflure sur la portière passager, souvenir d'une manœuvre un peu trop audacieuse dans un parking quelques semaines plus tôt. Elle a même confirmé la conversation qu'ils avaient eue quelques minutes avant le choc. Des projets d'avenir, des rires. Pour la famille de Léo, cet entretien fut une libération. Ce n'était pas la preuve d'une réincarnation, une idée à laquelle ils ne sont toujours pas prêts à adhérer. C'était la certitude que leur fils n'inventait rien, qu'il n'était pas malade, mais qu'il était le porteur involontaire et innocent d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Par respect pour leur vie privée, l'identité de la famille a été totalement protégée, et tous les noms que vous avez entendus dans ce récit, y compris ceux de Thomas et Hélène, ont été modifiés. Le docteur Anne-Lise Dubois continue de suivre Léo.
non pas comme un cas paranormal, mais comme un enfant exceptionnel ayant besoin d'aide pour intégrer cette expérience unique et la séparer de sa propre identité. Cette histoire, aussi troublante soit-elle, nous rappelle que certaines choses dépassent encore notre entendement. Elle a d'ailleurs ouvert la voie à d'autres enquêtes sur des mémoires d'enfants inexpliquées dans la région Grand Est, que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'aspect scientifique de ce cas, vous trouverez dans la description un lien vers une publication préliminaire du docteur Dubois sur le sujet, une lecture fascinante que je vous recommande une fois cette vidéo terminée. Mais au-delà de la science, il y a la vie. Qu'est-il advenu de Léo après ces révélations? C'est peut-être la question la plus importante. Le travail du docteur Dubois, combiné à la validation apportée par Hélène, a eu un effet profondément apaisant sur le petit garçon. Les cauchemars, ces terreurs nocturnes remplies du bruit du métal et de l'odeur des pins, se sont espacés, puis ont complètement disparu en l'espace de quelques mois. C'était comme si le fait de raconter l'histoire, de l'avoir reconnue et acceptée par les adultes, avait libéré la mémoire de son emprise. Léo a cessé de dessiner des accidents. Il est retourné à ses dessins de maisons, d'animaux et de super-héros. Il parle de moins en moins de la voiture ou de la vie d'avant. Non pas qu'il ait oublié, mais cette mémoire a trouvé sa place, comme un vieux livre rangé sur une étagère, qu'on n'a plus besoin d'ouvrir tous les jours. Pour ses parents, Sophie et Marc, l'expérience a été une transformation. Leur vision du monde, autrefois si solidement ancrée dans le rationnel, s'est élargie. Ils n'ont pas de réponse définitive sur la nature de ce que leur fils a vécu, et ils n'en cherchent plus. Ce qui leur importe, c'est que leur enfant va bien. Ils ont appris à écouter d'une autre manière, avec une ouverture d'esprit qu'ils n'auraient jamais cru possible. Leur amour pour Léo a été le compas qui les a guidés à travers cette tempête, les poussant à chercher la vérité, non pas pour la prouver au monde, mais pour apaiser la souffrance de leur fils. Quant à Hélène, elle a exprimé une immense gratitude envers la famille. Rouvrir cette porte douloureuse lui a permis paradoxalement de la refermer avec plus de sérénité. Savoir que le souvenir de Thomas et de leur amour avait pu traverser le temps d'une manière si inexplicable lui a apporté une forme de paix. Alors, que nous reste-t-il à la fin de cette histoire? Nous n'avons pas de preuve de réincarnation, et ce n'était pas le but de notre enquête. Le docteur Dubois, dans ses travaux, explore d'autres hypothèses, comme celle d'une forme de mémoire cellulaire ou d'une conscience élargie, des concepts encore à la frontière de la science. Mais le fait est là, indéniable. Un enfant de 7 ans a eu accès à des informations précises, intimes et vérifiables sur un événement tragique survenu 20 ans avant sa naissance. Le petit oiseau en bois, ce détail si fragile, est devenu le symbole de ce pont impossible entre deux vies. Il nous rappelle que la réalité est peut-être infiniment plus complexe et mystérieuse que ce que nos certitudes nous laissent entrevoir. Cette histoire nous enseigne surtout l'importance de l'écoute. Combien d'enfants, à travers le monde, racontent des choses qui sont balayées comme de simples fantaisies? L'histoire de Léo est exceptionnelle non seulement par son contenu, mais aussi par le courage de ses parents qui, malgré leurs doutes, ont choisi de prendre leur fils au sérieux. C'est ce courage qui a permis de lever le voile sur un drame ancien et d'apporter la paix à plusieurs personnes. Si ce récit vous a touché, s'il a éveillé en vous des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Votre avis est précieux. Chaque histoire comme celle-ci est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste que nous commençons à peine à assembler. Pour nous aider à poursuivre ce travail d'enquête et à mettre en lumière d'autres cas aussi troublants, votre soutien est essentiel. Un simple j'aime sur cette vidéo et votre abonnement à la chaîne nous permettent de consacrer le temps et les ressources nécessaires à ces investigations. Car parfois, les histoires les plus incroyables ne sont pas celles que l'on invente, mais celles qui attendent, patiemment, d'être écoutées.